Encore et toujours autant de monde ici au salon de l'agriculture. Comme on peut le voir derrière moi, les allées sont combles ici. Donc, et nous allons parler depuis le stand Nouvelle-Aquitaine d'une question centrale, débattue d'ailleurs tout au long de ce salon, c'est l'agriculture biologique. Et pour en parler avec nous, il y a Jean-Pierre Reynaud, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, chargé justement d'agriculture, et Dominique Gracier, qui est le président de la chambre régionale d'agriculture. Ça a été le leitmotiv quand on se balade d'ailleurs dans les allées. Il y a beaucoup de stands qui sont consacrés au bio. C'est une vraie tendance de fond. Et la région Nouvelle-Aquitaine veut devenir la première région agroécologique de France. Ça a été dit et répété. Jean-Pierre Reynaud, par quoi cela doit passer? Et le challenge est énorme. Oui, le challenge est énorme. Et effectivement, c'est une volonté politique très forte de notre président de région, donc de faire de la région Nouvelle-Aquitaine le laboratoire agroécologique au niveau français. Nous avons pour cela donc mobilisé l'ensemble des organisations professionnelles, des filières, parce que nous avons une plénière de l'Assemblée des régionales qui aura lieu au mois de juillet ou à la rentrée, donc dont le thème sera la transition écologique, donc qui ne concernera pas que l'agriculture, mais qui concernera les transports, l'habitat et l'agriculture, bien sûr, qui sera sans doute le fil rouge de cette session. Où il faut absolument que l'agriculture montre qu'elle est en marche, qu'elle est en évolution par rapport à des attentes sociétales. Aujourd'hui, dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 10% de surface et 10% d'agriculteurs qui se sont déjà convertis vers le bio. Ça fait 90 qui ne le sont pas quand même. C'est donc d'où l'importance de la tâche quand même. Oui, mais il faut savoir aussi que beaucoup des pans entiers de l'agriculture sont tournés vers des signes de qualité qui sont très respectables et qui ont la traçabilité des bonnes pratiques tant en matière de culture que d'élevage. Il y a la viticulture avec Vitirev qui est un chantier qui est lancé avec énormément de moyens pour les 10 années à venir. Mais les objectifs de la région globaux à côté de cette conversion pour partie des agriculteurs en bio, parce que je dis partie parce que tout le marché ne sera pas bio, même si c'est un marché important et en augmentation, il y a aussi le reste. Par contre, entre le bio et le conventionnel, on a de grands chantiers comme l'autonomie protéique, l'adaptation au changement climatique, l'agroécologie pour faire avec moins et mieux de pesticides, beaucoup moins de pesticides et mieux de manière rentable. Il y a des chantiers comme ça qui sont des chantiers énormes. Et il y a un chantier auquel je tiens, oui. C'est l'acceptation sociétale des projets agricoles. Il faut à tout prix qu'agriculteurs, industriels et consommateurs partagent de grands objectifs et que chacun le décline chez lui, parce que le meilleur moyen pour les citoyens de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs d'encourager cette transformation vers le bio et l'agroécologie, c'est d'acheter les produits qu'on est capable de faire avec ces techniques. Alors justement, vous avez évoqué Vitirev. Eh bien, Lydia Hérault ici sur le stand Nouvelle-Aquitaine est venue en parler. Je l'ai rencontrée à l'occasion. On sait qu'on n'aura pas de toute façon un basculement en bio chez 100% des viticulteurs. Mais il faut qu'on explore une troisième voie quelque part de réduction et qu'on explore toutes les pistes à notre disposition aujourd'hui. Et elles sont nombreuses, il faut les massifier. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, la région prend ça à bras-le-corps avec la mise en place de Vitirev. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce projet qui est sur les rails ? Alors c'est un projet effectivement qu'on travaille depuis 1 an et demi, 2 ans avec l'ensemble des interprofessions viticoles de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont nombreuses, qui vont donc du nord au sud, avec un gros pôle sur Bordeaux et Cognac, mais aussi les vins du sud-ouest et puis jusqu'au Poitou, avec le monde de la recherche et tout un réseau d'entreprises, de start-up, de clusters et de pôles de compétitivité qui ont des solutions nouvelles à offrir. Donc on va travailler effectivement sur l'appui de ces entreprises pour qu'elles développent plus vite les solutions, sur l'accompagnement de l'évolution des métiers effectivement qui vont devoir intégrer ça, sur l'intégration du numérique qui est aussi quelque chose de très important dont on a besoin. Et puis tout ça, on va l'expérimenter, l'étudier et l'observer dans des laboratoires d'innovation territoriaux. De façon très concrète sur le terrain, et des laboratoires qui vont mettre aussi en relation le viticulteur, mais aussi les élus du territoire, les riverains, les consommateurs, de façon à ce que effectivement cette transition soit aussi discutée et acceptée par tous, parce que ça aussi on a besoin de cette chose-là sur les territoires. C'est vrai, Monsieur Reynaud, que lorsqu'on parle bio, on entend très vite tout de suite agriculture ici notamment, et viticulture, pardon, ici notamment en région Nouvelle-Aquitaine.
Oui, donc la viticulture notamment a été en Aquitaine, donc au travers de certaines émissions, on peut stigmatiser donc, sur l'utilisation des pesticides, et c'est une réalité donc, qu'on ne peut pas nier. Donc, et on voit le champ de travail qu'il nous reste à faire pour arriver à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Tout ce travail, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se donne des objectifs. Oui, voilà, c'est quoi, c'est 10, 20, 30, 40, 50 ans, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, on part sur se dire 50 ans. Il y a peut-être des choses où il faudra beaucoup de temps. Donc, on se donne une échéance à 2030. 80% des exploitations agricoles qui soient certifiées, soit bio, soit haute valeur environnementale, donc, ou équivalent. Donc, voilà, donc d'avoir un objectif, et on va demander à chaque filière de dire quels sont les engagements que vous pouvez prendre à l'échelon 2030, quelle sera votre contribution, eh bien, comme l'a rappelé Dominique Grassier, au changement climatique, aux attentes sociétales, au bien-être animal. Donc voilà quels sont vos engagements. Après, il y a un marché qui va faire la place au bio qui mérite filière par filière. L'autre marché sera plus sur l'agriculture conventionnelle améliorée. Mais c'est cette trajectoire, cette évolution qu'on a à gérer d'ici 2030. Et encore une fois, en adéquation avec, d'une part, l'attente de nos concitoyens, mais également l'attente des consommateurs, parce qu'il faut que les consommateurs privilégient nos produits. Il est hors de question qu'on fasse cette transformation si on n'est pas plus regardant sur les produits d'importation qui viennent faire du dumping et annihiler tous les efforts que l'on est capable de faire en région. Dominique Grassier, on se rejoint ici en 2030. Est-ce que les produits seront radicalement différents? En tout cas, la façon de les faire, surtout, aura radicalement changé. Allez, faisons un peu d'agriculture fiction. On est en 2030. Mais on est en 2030. Avant 2030, il y aura 2019-2020. Mais on est sur la bonne trajectoire. Mais sachez que sur les 10 milliards de production agricole de Nouvelle-Aquitaine, il y a 40% à peu près sur la viticulture et le cognac qui sont sur ces trajectoires-là. Il y a un pan énorme avec 220 signes d'origine et de qualité qui revendiquent des mentions valorisantes liées au territoire. Et il est évident qu'il faut que notre territoire soit exemplaire en matière d'environnement, d'attente sociétale, si on veut que ces mentions soient valorisantes. Et si vous cumulez la partie viticole et les autres produits sous signe d'origine et de qualité, vous avez plus des 2/3 de l'économie agricole de notre région qui est déjà engagée dans des cahiers des charges assez contraignants. Après, on va avoir besoin de fonds importants pour pouvoir assurer cette transition, donc pour pouvoir accompagner les agriculteurs, accompagner les programmes de recherche et d'innovation qu'on va devoir mettre en œuvre. Et pour cela, il est important que les régions puissent garder les autorités de gestion des fonds européens, et notamment du second pilier de la PAC, qui est le véritable outil pour accompagner cette transition. Alors voilà, preuve aussi que la transition, c'est aussi une affaire politique, bien évidemment. Messieurs, merci beaucoup. Je vous propose que nous allions faire un tour dans un autre hall, le hall 4. C'est là qu'est installée une ferme assez étonnante, installée en Gironde, qui s'appelle la ferme Glutamine. Alors vous allez voir, messieurs, vraiment, la ferme Glutamine, c'est tout bio et encore bio. On y va. Et sur le chemin de la glutamine, passage ici dans le hall 4, dans la zone des produits régionaux, avec, vous le voyez, une propriété qui fait dans le bio depuis 1970. Vous êtes Hélène Cante-Guérin, certifiée bio depuis 1970. À l'époque, vous deviez être très certainement parmi les pionniers dans votre propriété. Oui, alors effectivement, nous étions les pionniers, mais moi je reprends la propriété de mes parents. Donc je rends hommage à mes parents qui à cette époque, Gabriel et Denise, mes parents, se sont lancés dans le bio. À cette époque, ce n'était pas si évident que ça. Il fallait énormément travailler. Ils devaient passer un peu pour des fous, non ? Non, je ne pense pas qu'on passait pour des fous. On passait pour des gens surtout qui travaillaient beaucoup. Parce qu'on n'avait pas les outils qu'on a actuellement. On avait des outils
bien sûr beaucoup plus âgés et moins performants que maintenant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, faire du bio, c'est plus facile, il y a des équipements, du matériel plus évident qu'il y a que dans les années 70. Oui, on a du matériel plus performant, plus sophistiqué. Tout ce qui est travail du sol, par exemple, là on a des charrues, des décavaillonneuses qui sont au top. On dit en général que le bio, c'est beaucoup de travail et que c'est compliqué à vendre. Est-ce que vous sentez depuis quelque temps une demande de la part des clients de vin bio, de vin naturel ou en tout cas d'une agriculture plus responsable? Il y a toujours eu une demande, de toutes les façons. Elle continue maintenant à perdurer, cette demande. Elle est peut-être plus importante maintenant que jamais. Mais même dans les années 70, il y avait des gens qui s'intéressaient déjà au bio. Et il faut dire, bon, nous sommes contents que les choses avancent. Parce que bon, nous ne sommes pas regardés de la même façon qu'effectivement il y a quelques années. Voilà, donc sachez-le, en Gironde, on pouvait faire du vin bio certifié bio, attention, hein, depuis 1970. Et juste en face, il y a un autre château Morland-Tuilière, qui lui aussi est certifié bio depuis 1970. Allez, nous on continue et je vous jure, dans un instant, nous sommes à la ferme Glutamine. La ferme de la glutamine, la voici. Habituellement, elle est installée à Tresse, mais elle est ici, dans ce salon, dans le hall 4, pour présenter notamment ceci, une serre assez étonnante. Regardez, vous ne rêvez pas, c'est bien une serre qui est faite grâce à des paires de skis. Et le responsable, notamment de cette ferme de la glutamine, il est là, il nous attend au beau milieu de sa serre. On va le rencontrer tout de suite. Son nom, c'est Charles-Édouard Oxenhendler. C'est lui qui a eu l'idée. Regardez, il est plutôt zen comme garçon, et plutôt tranquille. On va essayer de voir si on peut le réveiller. Charles-Édouard, il est l'heure. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette serre. Charles-Édouard, expliquez-nous un petit peu où nous sommes là et d'où vous vient cette idée d'avoir fait comme ça une serre avec des skis. L'idée est très simple. On a monté au début une ferme sur laquelle on avait beaucoup trop de place. Du coup, on s'est permis d'accueillir une personne qui n'avait ni logement ni terre. Et de là est née en fait l'idée d'une association, la Glutamine, pour aider des maraîchers qui n'ont pas de logement et qui n'ont pas de foncier à s'installer. Les serres traditionnelles de cette même surface coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc on a cherché à chaque fois à faire fondre littéralement les coûts de chaque accessoire nécessaire pour les maraîchers, que ce soit le logement, que ce soit le vélo-tracteur, que ce soit la production d'énergie avec une éolienne pigote. Donc voilà, étape par étape, on a réussi petit à petit, grâce à beaucoup d'imagination. Cette serre, les maraîchers n'ont qu'à, entre guillemets, acheter la bâche, puisque le reste, en fait, ces skis, par exemple, proviennent d'une unité de chasseurs alpins suisses. Donc on a juste maintenant des partenariats à signer avec l'armée française pour justement récupérer les anciens skis de l'armée en quantité pour envisager des serres encore plus belles et encore plus grandes. On va bientôt pouvoir vous accueillir dans un théâtre qui s'appelle Robin des Palettes. On fabrique une serre 5 fois plus grande que celle-ci. Toujours en ski ? Toujours en ski, avec une acoustique phénoménale puisque grâce à sa forme, on va pouvoir faire des concerts et du théâtre sans électricité. Alors, donc ça veut dire qu'on peut faire du bio en étant un peu fun, en s'amusant, parce que c'est vrai que assez souvent on dit que le bio c'est un peu compliqué, c'est plus de main d'œuvre, c'est plus de temps. Là par exemple, alors, pour là, vous c'est parler quoi, de fun, Récup, c'est une structure qui a émergé en fait il y a quelques mois sur Bordeaux, qui vient de remporter en fait le marché de la collecte de tous les biodéchets de tous les particuliers de la métropole bordelaise, à partir de triporteurs. À partir de vélos comme cela, d'accord. Celui-là, ouais. Vous en avez un peu plus loin qui est justement pour permettre à 15 personnes handicapées de pouvoir justement faire cette collecte sur Bordeaux, puisque ces personnes avaient des emplois, bien évidemment, dans des structures où elles faisaient des tâches très répétitives. Nous, on leur demande d'être des distributeurs de sourires, pour justement amener de la joie dans cette activité, puisqu'on récupère les biodéchets de tous les Bordelais, mais pour amener gratuitement du compost aux maraîchers. Alors là, c'est effectivement une opération très, très particulière. Est-ce qu'il vous semble possible
d'imaginer que cela puisse se faire à une grande échelle. Parce que cet écosystème, on va dire, avec une dizaine ou une centaine de personnes sur un territoire bien défini, on voit comment ça peut fonctionner. Bon, est-ce que ça peut fonctionner dans une mesure plus importante pour sauver la planète? C'était justement toute l'idée de cette modélisation économique pendant 2 ans, où on a participé justement avec des maraîchers sur ce statut d'aveniculteur. Là, par exemple, vous avez derrière moi un module qui permet en fait aux bailleurs sociaux de transformer en fait les balcons de HLM en unités de production. Donc ça veut dire que ce modèle peut être duplicable à l'infini? Complètement. Là, on a la chance d'avoir Alexandre. Alors tiens, justement, il est en pleine discussion, Alexandre. Mais regardez, ils font même pousser de l'herbe sur les toits et sur les murs à la glutamine. C'est quand même assez particulier. Alors vous appelez Alexandre Dubernard. Oui. Et c'est vous qui faites donc ce cours, en fait, voilà, tout simplement. Mais on fait des murs, enfin surtout des toits végétalisés, des murs. Bon, on est sur des bases de sédum, qui est une plante grasse de la famille des crusulacées, qui résiste à des fortes températures et des très faibles températures. Alors, qu'est-ce qui fait que cette cloison-là et cette isolation-là est particulière par rapport à ce qui se fait d'habitude? Parce que ce n'est pas une nouveauté. En fait, on a un poids. Le poids, c'est 57 kg au mètre carré sur un système végétal comme celui-ci. D'habitude, on est sur du 130 kg, voire 200 kg. Sachant que pour fabriquer, pour porter ces structures, ce poids, il faut des structures. Et pour faire un mètre cube de béton, c'est 250 kg de CO2. Donc, on peut végétaliser sans surcharger nos structures. Et là, ça permet de pouvoir conserver la chaleur. Comment là, en température, j'arrive à 26 degrés sous ma végétation en plein été, au lieu de passer sur du 50 degrés, par exemple, sur une toiture. On va s'asseoir là sur le canapé, on va terminer là-dessus tranquillement. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce qui est fait aujourd'hui va véritablement permettre de... asseyez-vous, faites comme chez vous en fait, ça tombe bien parce que vous êtes chez vous. Est-ce qu'il vous semble que voilà, ce qui est fait là aujourd'hui peut être dupliqué et quelle est l'urgence selon vous et est-ce qu'il vous semble, parce que c'est la question que tout le monde se pose, qu'on va y arriver à s'en sortir? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'envisager non pas l'avenir de façon critique, mais avec un tissu de solutions et de les mailler entre elles. Ici, on a justement une quarantaine d'associations qui nous ont accompagnés, une vingtaine d'entreprises. Sans ces partenariats, on n'aurait pas pu accéder au Salon de l'Agriculture. Et grâce à notre présence ici, par exemple, on a eu l'occasion de discuter avec le président de la MSA. Auparavant, un maraîcher, ça n'a pas de toit, ça n'a pas de terre, ça n'obtient pas d'aide parce que la PAC n'est accessible qu'à des grands agriculteurs. Et donc tout le sens en fait pour une microstructure comme nous de venir ici, c'est d'attirer l'attention de ces institutions et puis de leur montrer un tissu de solutions. Ils ont été pâtés justement, ils se sont dit oh là là, mais comment on arrive à faire tout ça? Ce qui est génial, c'est que du coup on a une succession de rendez-vous plus qu'intéressants puisqu'on a bien l'intention d'essaimer plus d'une dizaine de fermes dans l'année qui vient sur l'ensemble du territoire. On a eu la chance d'avoir de gros acteurs de la construction, de gros acteurs effectivement de la production qui s'intéressent à ces nouvelles formes d'agriculture puisqu'il n'y a pas une solution, il y a une hybridation de solutions. Bon écoutez, vous savez quoi, moi maintenant qu'on est bien installé ici à la ferme de la glutamine, je vous dis à bientôt sur TV7 parce que moi je vais encore rester un petit peu ici avec Charles-Édouard, regarder les murs végétalisés pousser. Merci.